Et moi, je dis que chaque jour, on peut apprendre quelque chose. Et je veux apprendre jusqu'à mon dernier souffle. Donc, c'est ça la vie. C'est transmettre, c'est apprendre d'abord, et puis ensuite partager. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec ce livre. Pas toujours facile d'accepter les années avec sérénité, surtout quand on est une femme. Entre les injonctions sociétales et le corps qui change, passer le cap des dizaines qui défilent peut être difficile. Mon invitée, actrice et mannequin, passionnée depuis longtemps par la santé au naturel, a décidé de rembrasser les années comme une bénédiction, en prenant soin de son hygiène de vie basée sur 3 piliers essentiels, être, manger et bouger. Dans son tout dernier ouvrage, Welcome, accueillir le temps qui passe, publié tout juste aux éditions Flammarion, elle nous dévoile sa méthode pour être bien dans son corps, dans sa peau et dans sa vie à tout âge finalement, et le rester le plus longtemps possible. Bien manger, prendre soin de soi, profiter et s'engager. Elle nous décline ses verbes préférés et nous partage ses meilleurs secrets. Je suis absolument ravie de recevoir dans Métamorphose Estelle Lefébure. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Contente de la sortie de ce livre? Ah oui, très. C'est votre combienième ouvrage? 5e. 5e. Alors, je suis contente et en même temps, je suis contente parce que je livre maintenant toutes ces pages que j'ai écrites, mais c'est un petit peu mon bébé que je vais lâcher. C'est ça. Alors, comment est venue justement l'idée de ce livre? Vous dites que c'est aussi ce statut, entre guillemets, de grand-mère qui vous a un petit peu poussé ou pas forcément? Oui, alors, qui m'a peut-être donné le dernier coup de pouce. Mais ça fait plus d'1 an, que même un petit peu plus, que je réfléchis aussi à écrire un livre sur la vie, sur comment vivre bien, vieillir bien. Oui. Et c'est vrai que cette notion de transmission et de passer du statut de mère à grand-mère a certainement donné un petit peu plus de pouvoir à ce coup de pouce qui m'a permis il y a 1 an d'en parler à mon éditeur et qui a été tout de suite ravi. Elle a dit mais oui, c'est génial, allons-y quoi. Après c'est vrai que j'ai mis plusieurs mois à essayer de mettre bout à bout plein de choses et les derniers 6 mois étaient complètement intenses. Ah oui, j'imagine. Ah oui. Qu'est-ce que vous vous adressez en particulier aux femmes? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre finalement? On pense aussi à vos filles, évidemment. Vous avez un fils, mais... Oui. Je pense qu'en fait, ce livre n'est pas destiné qu'aux femmes, surtout. Je dis bien, il est possible qu'un homme le lise. Oui. C'est très intéressant, même pour lui, je pense. En effet, il va apprendre certaines choses sur les femmes. Les hommes devraient même le lire, je dois dire. Exactement, voilà, exactement. C'est ça qu'il faut que je dise. Ouais. Et c'est un livre, qui, comme c'est un hymne à la vie, c'est vraiment ce temps qui passe que l'on doit vivre avec, qu'on doit accompagner, je veux dire, sa vie. Et je pense qu'il est vraiment dédié à tous. Vous décrivez d'ailleurs le temps qui passe comme une chance et pas forcément une menace. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, ce retournement de posture et de vision qu'on peut avoir sur le temps. Je dis que c'est un cadeau, même. Parce que chaque jour, quand on se réveille, et d'ailleurs, j'avais vu ça, un gourou hindou qui avait dit chaque jour que vous vous réveillez, si vous vous réveillez. Et là, j'ai fait wow, c'est quand même. Mais c'est vrai. Oui, c'est un bon rappel. Rien que, en réfléchissant à cette phrase, on se dit, chaque matin, on ouvre les yeux et on doit dire merci. Parce qu'il y a une nouvelle journée, il va se passer plein de choses, on va apprendre plein de choses. Et moi, je dis que chaque jour, on peut apprendre quelque chose. Et je veux apprendre jusqu'à mon dernier souffle. Donc, c'est ça la vie. C'est transmettre, c'est apprendre d'abord, et puis ensuite partager. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec ce livre. On le sent d'ailleurs dans votre personnalité en vous lisant, que vous le dites d'ailleurs, vous êtes une gourmande, mais aussi une gourmande de la vie. Est-ce que le fait... Ça, c'est mon côté taureau. Ah, c'est vrai. C'est les étoiles qui veulent ça, le ciel. Non, mais les taureaux sont très passionnés. C'est-à-dire qu'on fait les choses avec passion et on veut aller jusqu'au bout. Quand on démarre, on s'arrête pas. Mais c'est vraiment ça. Et vous faites d'ailleurs beaucoup de choses. Et oui. Et c'est en fait un besoin. Je pense que dans le processus de vieillir aussi, il y a des scientifiques qui l'ont prouvé, qu'il est important d'avoir toujours des objectifs, d'avoir un but, de découvrir des choses jusqu'à très tard. Oui.
Et c'est ça qui maintient surtout le cerveau, qui maintient surtout le mental, l'esprit. Alors évidemment, le cerveau, on va en parler, le cœur aussi, parce que ce sont des causes qui vous tiennent justement à cœur. Avant ça, quand on voit cet appétit de vie, est-ce que vous parlez aussi de votre famille et de vos parents? Est-ce que c'est lié à ce rapport à la mort que vous avez eu, notamment quand même assez jeune? Certainement. Ouais. Certainement. C'est toujours en ça moi. bouscule. Ça a été quand même un choc et une douleur qui reste quand même toujours présente, même malgré toutes ces années. Mais j'étais tellement trop jeune pour affronter ça que il y a un moment, on se dit c'est comme ça. C'est difficile, hein, c'est un vrai travail à faire. Hein. Mais on se dit, si ça s'est passé comme ça, c'est que je dois l'accepter. De toute façon, il y a l'acceptation. Et puis ensuite, il y a justement ce moment où on se dit, eh bien, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je m'en serve. Et c'est je pense, une certaine force maintenant. Je discutais récemment dans un épisode avec un philosophe, juste avant vous d'ailleurs, qui disait que souvent on voit le vieillissement, voire même quand on pense à nos aînés, aux personnes âgées, comme une pente, comme un déclin. Et en fait, c'est vraiment une vision sociétale. C'est très négatif. Voilà, qui ne reflète pas une réalité, parce que c'est de la vie tout ça. Hein. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est dit dans une société occidentale. Si vous allez chez les orientaux, oui. C'est différent. En Asie, on pense différemment. En Afrique aussi, j'ai eu la chance de rester 15 jours dans une tribu complètement isolée. Et ces gens-là, les personnes âgées, les aînés, sont très respectés, font partie de la famille, sont vraiment des sources. C'est leur histoire qui sont racontées aux petits-enfants, aux autres générations. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Malheureusement, je pense que nos aînés, on les met de côté. C'est très rare maintenant que la grand-mère vive au sein de la famille. C'est quasiment très rare chez nous. Et je pense que ça, on a perdu ce lien avec les ancêtres, enfin les aînés en tout cas. Et du coup, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on apprend beaucoup des aînés. Ils peuvent raconter. Moi, je regrette de ne pas avoir pu avoir plus de conversations avec mes grands-parents pour apprendre en fait même l'histoire. J'aurais préféré l'apprendre comme ça que dans des livres. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont vécu les guerres, parce qu'ils ont vécu des choses incroyables et que j'aurais aimé connaître ça et pouvoir connaître aussi l'histoire de la famille. Bien sûr. À quel moment, vous, dans ce processus justement j'ai même pas envie de dire de parler de vieillissement, c'est juste le chemin de la vie, tout simplement. Vous avez eu des prises de conscience successives. Alors, je vous pose la question évidemment en particulier parce que vous faites un métier, vous faites toujours un métier d'image, où forcément, à chaque fois, c'est ce qui vous revient. Ou c'est ce qui revient aux femmes, pas que vous, hein, et on voit des rôles modèles comme vous, Adriana Carambeu et d'autres outre-Atlantique, et plein de femmes, et c'est formidable, qui disent non, en fait, on reprend quelque part notre pouvoir de femme. On en a marre de ces injonctions. Oui, alors, c'est vrai que j'ai un métier d'image que j'ai débuté très jeune. Oui. Et donc, qui forcément m'a obligée à me regarder dans un miroir, mais pas comme une femme, entre guillemets, normale va se regarder. Oui. C'est vrai que on doit scruter un peu plus la moindre ride, le moindre changement, parce qu'en fait, c'est notre métier de représenter la beauté, de représenter, entre guillemets, la perfection. Et ce qui est complètement ridicule, parce qu'après, quand on devient plus mature, on se dit, mais il n'y a pas de perfection. Et moi, je trouve que c'est dans les défauts qu'on trouve la beauté. Et donc, quand on a compris ça, on se libère quand même d'un poids. Et oui, mon métier a dû m'amener à scruter mon corps, faire attention, avoir une hygiène de vie très stricte. Après, peut-être que ça me permet aussi maintenant, aujourd'hui, de pouvoir avoir
ce corps-là, de cette peau-là, parce que j'y ai fait attention, parce que justement, j'ai pris soin depuis longtemps. Oui. Donc, après, reprendre la liberté, je pense que on peut l'avoir, mais comme je dis surtout, c'est en fait cette liberté de se dire, par rapport aux injonctions, c'est surtout de se dire, c'est le jugement des autres, en fait. C'est là où on devient libre. C'est quand on lâche ce que les autres pensent. C'est-à-dire qu'on ne réagit plus et on n'agit plus en fonction des autres. Mais on agit juste pour soi. Oui, puis ce que j'ai entendu aussi dans votre ouvrage, c'est que votre éducation, et notamment la façon dont vous avez élevé aussi votre père, ça a été, j'entends ça, avant tout, vous allez dire si c'est ça, si je vous ai bien lu, c'est avant tout aussi être bien dans ses baskets, être bien dans sa peau. Vous avez grimpé aux arbres, vous avez toujours fait ce que vous avez envie physiquement, en fait, une liberté corporelle qu'on retrouve dans votre parcours. Hein. Vous êtes une ultra sportive. Oui, voilà. Oui. Après, je pense que j'ai eu la chance. Alors, quelque part, au départ, mon papa m'a élevée comme un garçon, parce que j'étais sa 3e fille. Et au bout d'un moment, il s'est dit, oh, encore une 3e fille, oh mon Dieu. Et donc, il m'a élevée un peu comme un garçon. Et ce que je pense, mon côté masculin, qui est assez présent chez moi, je le remercie parce que je crois que c'est ce qui va me donner justement ce goût du risque, ce côté sportif aussi. Et puis après, j'ai aussi eu la chance de vivre quand même en dehors d'une ville. Moi, je suis pas du tout une citadine, donc je suis très proche de la nature et j'ai voulu toujours y rester et j'y resterai toujours parce que c'est mon équilibre. Et je pense que ce tout fait que voilà, je suis quelqu'un qui essaye de puiser cette force dans la nature, qui essaye aussi de. Après, j'ai fait des erreurs. Après, voilà, oui, mais justement, on apprend par rapport à ces erreurs. Et je crois que dans la vie, aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'être forte. Nous, les femmes. Nous, les femmes. Plus. En préparant votre interview, je suis tombée par hasard sur une interview de Brigitte Bardot qui disait qu'à un moment donné, elle était sur un tournage de film et ça m'a fait penser à vous et qu'elle a eu cette espèce de radicalité. Il y avait une chèvre qui allait être mangée pour... Vous l'avez vue ? Je l'ai vue. Un méchoui. Et elle a décidé à ce moment-là de tout arrêter, complètement en nature, alors qu'elle est on la voit, elle est quand même encore jeune, un peu au sommet de son art, elle est d'une beauté stupéfiante. Et là, en fait, elle a cet engagement comme ça, un peu comme vous, dans sa personnalité assez tranchée, de dire, moi, j'ai envie de vivre comme ça, et finalement, d'imposer son style, et vous parlez du style dans cet ouvrage, pour être vraiment qui nous sommes, et d'aller à la rencontre de cet être au-delà, justement, de l'image. Je crois que... Ça vous a saisi de voir Brigitte Bardot dans cette interview comme moi, là? C'est étonnant, hein? Et en même temps, je me suis dit, waouh, quel courage! Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Oui. Alors moi, je vais pas être aussi radicale, mais j'ai choisi aussi de défendre la cause animale, de défendre la planète, en cofondant une association pour la protection des océans. C'est mon engagement maintenant, vraiment à fond. En plus, je suis vraiment très engagée et je pense que je n'irai pas jusqu'à arrêter totalement parce que je crois que tout ce que l'on fait, par exemple, là, notre interview, va servir justement. C'est-à-dire que je ne veux pas arrêter la communication. Je crois que ce qui est très important et ce que je peux faire, c'est grâce à mon métier, c'est de pouvoir justement partager et de pouvoir continuer à en parler. Et c'est ça, en fait. C'est que mon statut me permet de justement transmettre et partager ce que moi je peux apprendre, que ce soit sur la cause animale ou que ce soit sur la nature. Donc oui, mais c'est beaucoup de courage, en tout cas ce qu'elle a fait et je pense qu'en fait il faut oser. Oui. Je crois que dans la vie il faut oser, mais sur plein de choses. Et parfois, quand on est pour certaines personnes enfermées ou qu'on nous a enfermés dans une forme de posture, c'est plus difficile. Hein. On imagine que dans votre cas ou celui de Brigitte Bardot, oser, s'engager, y aller, ça demande aussi des ressources intérieures. On ne se rend pas compte quand on n'est pas célèbre. Mais c'est encore plus dur quand il y a la célébrité pour aller.
au fond de ses convictions, peut-être. Oui, parce qu'il y a un certain confort. Oui. Et c'est quitter ce confort. C'est ça. C'est peut-être remettre en question certaines choses et puis aussi peut-être changer totalement, par exemple. On peut changer totalement de métier ou on peut au contraire en prendre un autre en complément. Mais c'est quand même une remise en question qui est pas forcément facile à faire. Ouais. Mais je crois que quand on le sent au plus profond, et moi, si je pouvais donner un conseil, c'est oser faire, aller au-delà de vos rêves, quoi. C'est foncer. Je crois que la vie est trop courte, et ça, je le dis, elle est précieuse, mais elle est pas si longue que ça. Non. Ça passe très vite. Donc, allez-y. Et encore une fois, j'en reviens à libérez-vous de ce que les autres vont dire. Oh, dis donc, on s'en fout. Vous avez d'ailleurs toute une partie sur la confiance en soi. Oui. C'est important. Que j'avais pas forcément jeune. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites, parce qu'on peut avoir le sentiment que, voilà, quand on est une belle femme, forcément, ça vient avec. C'est pas automatique. Ah non, loin de là. Oui. Moi, quand j'étais jeune, je portais des sweats jusqu'en bas, là, comme ça, en dessous de mes fesses, parce que je détestais mes fesses. Je n'aimais pas qu'on me regarde de derrière et tout. J'avais vraiment un complexe. Qui est un peu... Bon, c'est passé. Maintenant, je suis là. Non, ça va. Mais c'est important de le dire, même pour des jeunes femmes qui nous écouteraient. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Je pense que, en fait, je crois qu'il faut être fier de soi aussi. Et c'est pas que dans le physique. Voilà, il faut arrêter de ramener tout au physique. Oui. Je crois qu'il faut être fier de soi, de qui on est. Quand on fait des choses bien, voilà, je crois que il y a aussi faire du bien et faire du mal. Et je pense que les gens qui ne se sentent pas bien et tout, voilà, est-ce qu'ils font du mal? J'en sais rien, mais moi, j'ai envie d'être une personne qui fait du bien. Il y en a déjà assez. Je laisse le mal pour les autres. Moi, je veux faire du bien. Et je pense que c'est ce qui me permet de me sentir bien aussi. Mais vous le conscientisez régulièrement ou vous avez un peu toujours été comme ça? Est-ce que c'est dans votre nature? Je pense quand même, ça doit être dans ma nature. Oui, il y a un terrain. Bien sûr. Mais après, c'est encore un travail aussi. Ça se cultive. Exactement. Oui. Ça se cultive. On peut aussi se documenter. On peut aussi... moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aussi ouvert des portes, qui m'ont ouvert aussi à une certaine philosophie. Et je les remercie parce que je pense que tout seul, c'est un peu dur à y arriver. Et donc, je crois que c'est important aussi de s'ouvrir et de pouvoir... j'ai eu la chance de rencontrer une personne avec qui j'ai fait de la PNL, donc la programmation neurologique linguistique. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on apprend tellement sur soi. Et notamment en parlant du cerveau, par exemple. Oui. On a la plus belle machine au monde, mais on ne sait pas s'en servir. Oui. Alors, il faut apprendre à s'en servir. Et là, ça devient magique. Vous avez justement cultivé. Comment est-ce que vous avez nourri à la fois ces connaissances sur le cerveau et puis ensuite essayer d'optimiser peut-être? Et on sait que les femmes aussi, en prenant de l'âge, avec la ménopause, il y a un brouillard mental qui peut s'installer, etc. On peut passer par des phases plus complexes. Il y a surtout, moi j'ai lu pas mal de livres de Lisa Mosconi, qui est une neuroscientifique, je ne vais pas me tromper, américaine. Donc j'ai lu les livres en anglais, ce qui était assez hard. À comprendre, c'est pas facile. Je suis revenue plusieurs fois sur certains chapitres. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais tellement intéressant. Deepak Chopra aussi. Oui, que vous citez. Parce que c'est extraordinaire de comprendre ce cerveau qui est si complexe mais qui est extraordinaire. Et quand on apprend, quand on découvre, j'ai beaucoup lu, j'ai essayé de me dire, ah oui, donc en fait, il y a une vraie relation entre le cerveau et la ménopause, par exemple, et la maladie d'Alzheimer. Oui. Quand vous commencez à lire ça,
Elle a un chapitre énorme là-dessus parce qu'elle fait justement la référence à la baisse d'œstrogène et de progestérone et qui va justement chambouler un petit peu, voilà. Oui, ça prédispose. Oui, malheureusement. Et d'ailleurs, on le sait, hein, c'est scientifiquement prouvé. Il y a plus de femmes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Oui. Et le lien a été fait. Et on sait surtout que notre matière grise, elle baisse, elle rapetisse, en fait. Et c'est là où on peut essayer de ralentir quand même le processus. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire pour le savoir? L'alimentation, évidemment, on va aussi en parler. L'alimentation est très importante, ouais. mais vraiment. Et on va pas arrêter de le dire. Elle est bonne pour tout. Aussi bien le cœur, aussi bien tous les organes, les intestins, enfin voilà, le deuxième cerveau. L'alimentation est primordiale, mais pas que. On a, bien sûr, on répète beaucoup l'activité sportive, enfin l'activité physique aussi. Mais alors, il y a un autre facteur, c'est le sommeil. Et je pense qu'on oublie énormément que le sommeil est réparateur, que le sommeil, c'est la régénération des cellules, et notamment aussi le cerveau. L'hydratation. Oui, parce que alors vous parlez du sommeil. Pour faire une petite parenthèse sur le sommeil, vous avez découvert justement que ça venait avec le package peut-être de la ménopause ou du vieillissement. Vous aviez eu plus de problèmes de sommeil. Oui, alors moi, j'ai jamais été quelqu'un... une grosse la bonne dormeuse. Alors si, non, j'ai alors ça, c'est une chance, je pense. C'est à partir du moment où j'ai décidé de dormir, c'est-à-dire je ferme la lumière, je dors. Mais alors, instantanément. Par contre, c'est l'endormissement avant, c'est-à-dire le fait de... souvent, je loupe le coche. Et on a, par exemple, moi, en l'occurrence, on va dire, allez, quelquefois, 9h30, 10h, je suis, ça y est, je commence à tomber. Et bien, je ne prends pas exactement ce temps-là pour aller tout de suite au lit. Et vous sautez pas dans le train, quoi. Non. Ça, c'est pas je saute, voilà. Je loupe le train. Je vais prendre le suivant. Parce que le suivant, il n'est pas avant minuit et demi. Et du coup, après, pourtant, je me réveille à 6h30. Et là, ça fait ça pique un peu. Donc, c'est un programme que je dois me refaire. Et je le fais. Ça y est, petit à petit, j'essaye. Parce que c'est un long processus aussi. De changer tout ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous reprogrammer? Vous avez utilisé certaines techniques qui vous ont aidé pour le sommeil? Alors déjà, l'écran, bon, ça c'est classique, hein. Mais malheureusement, j'essaye d'éloigner tout de la chambre et tout. J'ai pas de télé dans ma chambre. Parce que ça, c'est... Aïe. Ah oui, c'est terrifiant, ça. Ben, c'est pas possible. Parce que le fait d'éteindre, ça va être compliqué et on le fait pas. Par moment, on peut même s'endormir avec la télé. Donc moi, j'ai dit non, ça, je ne veux pas. Après, je pense que forcément, pas de café l'après-midi, il y a plein de petites choses, en fait, à vraiment faire attention. Boire aussi, boire de l'eau, ça paraît un peu bizarre. En fait, boire va hydrater le cerveau et ça peut vous donner moins mal à la tête, moins de pensées, ça peut relaxer. L'hydratation, d'ailleurs, vous avez une astuce avec moi, je trouvais ça super intéressant. C'est marrant parce que j'avais lu une interview de vous il y a peut-être une dizaine d'années où c'était lié à vos premiers livres, où vous parlez de l'eau. Et ça m'avait vraiment remis ça en tête. Parce qu'on le lit tout le temps, mais on ne sait pas toujours comment bien boire, à quel moment. Ah oui. Et là, vous avez quand même une astuce avec cette gourde qui mesure ce qu'on boit. C'est pas mal, je trouve. C'est très efficace. Après, j'y arrive pas toujours, hein. Parce que, sincèrement, c'est beaucoup. C'est 1,8 litre, à peu près. Moi, j'ai du mal, hein. Je suis un vrai chameau, hein. Je le dis. Mais beaucoup de femmes, j'ai l'impression, non? Donc, mais oui, mais parce que on est nombreuses à pas boire. Non, mais parce qu'en fait, on ne pense pas et qu'on a une vie quand même trépignante. On n'arrête pas. Et donc, voilà, les petites gorgées par-ci, par-là. Voilà. Et pourtant, c'est vraiment essentiel. Essentiel pour la peau, essentiel pour l'hydratation de la... Si vous avez mal à la tête, c'est parce que, généralement, vous n'êtes pas assez hydraté. Mais c'est déjà trop tard. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà trop tard. Et assécher les cellules, c'est vraiment, vraiment très mauvais. Après, voilà, cette gourde, c'est super. Alors, ne pas boire pendant le repas. En dehors des repas. Avant, voilà. Avant ou alors après. Mais pas pendant le repas. Non, après, il y a des petites astuces comme ça que je mets dans le livre et qui sont... je crois que les gens qui vont sur scène, ils boivent, vous le dites, 2 heures à l'avance pour que ça fasse effet le moment venu. Mais c'est pas juste, comme vous dites, juste avant. Ah ben non.
Non, il y a quand même le temps que ça aille exactement où ça doit aller. Et puis, mais il est vrai que la sensation de soif veut dire que c'est déjà trop tard. Oui. C'est-à-dire que normalement, vous auriez dû boire avant. Donc avant d'avoir la sensation de soif. En fait, ou alors on se met un petit timer ou cette fameuse gourde. C'est aussi, ça peut être une solution, le timer. Mais cette gourde, elle est vraiment... et puis c'est assez drôle parce qu'à chaque petite... les doses sont à peu près mises comme ça. Et chaque graduation, il y a un petit mot. Allez, encore. Et c'est assez sympa. Oui. Alors d'ailleurs, vous qui nous écoutez... si vous trouvez ces gourdes, vous nous direz... Sur Internet, on les trouve facilement. Vous nous direz comment on peut les trouver. Alors, on va parler, on a dit alimentation, on en a déjà un peu parlé. Ça fait partie de vos verbes, manger. Et ce que vous aimez bien, c'est important pour vous. Je le disais tout à l'heure, vous dites que vous êtes une gourmande, d'allier bonne alimentation saine et en même temps le plaisir. Parce que quand il y a plus de plaisir, on est dans la restriction et on sait qu'on part dans des cercles vicieux... sans même parler de l'effet yo-yo, mais même au niveau cognitif, on sait que c'est très mauvais. Comment faire ça pour garder à la fois cette alimentation saine? Est-ce qu'il y a vraiment des choses? Quelle serait peut-être pour vous une journée type de repas? Ou qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander? Alors déjà, je pense c'est une passion pour vous quand même, cette moi j'adore faire la cuisine. J'adore ça. Voilà. Mais et puis même la notion de l'alimentation... nutrition, vous connaissez bien l'Ayurveda, vous êtes informé, ça fait longtemps. Mais en fait, je pense que j'ai pu associer ce plaisir à aussi faire attention, avoir une alimentation saine, grâce à, je veux dire, on a ici, alors je vais dire en France, mais en Europe, en tout cas nous en France, on a une multitude d'épices, on a accès à des herbes aromatiques extraordinaires, donc forcément, l'alimentation, elle va avoir de la saveur, de la couleur, et je pense que tout ça fait que une alimentation saine ne veut pas dire fade et insipide, inodore. Non, justement, c'est là où souvent on a cette mauvaise image de l'alimentation saine. Oh, ça doit pas être drôle, tous les jours. Moi, combien de fois j'ai entendu ça? Cette phrase de c'est pas drôle, une feuille de laitue avec. Je fais non mais parce que est-ce que tu penses sincèrement qu'une alimentation saine, c'est juste une feuille de laitue? Mais non, on peut faire tellement de choses maintenant, tellement de choses. Et je pense qu'il est important aussi d'essayer, d'inventer. Et c'est ça le plaisir de cuisiner sainement, c'est d'inventer, de mélanger. Moi, c'est ce que je fais. Et j'aime... Alors oui, j'ai une multitude d'épices. Alors là, chez moi, c'est... Alors, et surtout dans mes voyages, préférés? j'en ramène. Ah oui. J'ai été récemment, l'année dernière, encore en Afrique. Et là, j'ai ramené des clous de girofle, des gousses de vanille. C'était genre, si on compare, c'était peut-être, même pas 10 €, mais 10 gousses de... c'était incroyable. Et puis avec un goût. C'est extraordinaire. Autre chose que celle qu'on achète, où il y en a qu'une. Ça donne faim, là, presque. La cannelle. C'est extraordinaire. Le gingembre. On peut avoir du gingembre frais maintenant. Franchement, en plus, on trouve partout. Je veux dire, toutes ces épices. Le curcuma, même frais. Moi, je fais des tisanes. Là, c'était vers la semaine dernière, comme j'étais pas très bien. Je me suis fait une tisane avec curcuma, gingembre frais, donc les deux, clous de girofle, grains de poivre. On sait que c'est une très bonne association. Cardamone, et cannelle, des bâtons de cannelle. Et vous faites infuser tout ça? Comment vous faites? Et donc ça, c'est bien, c'est un bon antiseptique. C'est un bon antiseptique, ça réchauffe. Donc, quand on a cette espèce de coup de froid un peu, je crois qu'il faut tout de suite prendre quelque chose de chaud, mais qui va réchauffer l'intérieur. Pas juste cette sensation de boire quelque chose de chaud. Et il y a plein de... On va mettre le feu, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Et je pense qu'on a une multitude de possibilités de faire des bonnes recettes et d'avoir ce côté gourmand. Après, moi, j'ai choisi de ne plus manger de viande rouge. Mais voilà, ça fait très, très, très longtemps. Et très rarement une viande blanche, très rarement. Ni de bébé, ni de... Voilà, donc en fait, c'est vrai que j'ai réduit énormément... Pas de laitage? Alors, pas de laitage, lait de brebis encore sur un yaourt. Et sinon, c'est des laits végétaux, oui, en effet. Mais c'est parce que je trouve que c'est trop indigeste. Moi, je le digère pas et c'est vraiment pas possible.
Mais voilà, après, il y a cette notion de gourmandise parce que je pense que le taureau aussi est très gourmand, j'en reviens à ça, mais c'est vrai. Et puis, j'ai vécu quand même dans une famille où ma mère faisait la cuisine, ma tante faisait des repas incroyables. Oui, vous parlez d'elle, elle vous a initié quand même. Hein. Oui, vraiment. Et puis surtout, j'avais ma grand-mère maternelle qui était boulangère-pâtissière. Donc, on est quand même issus d'une famille. Voilà, mon cousin aussi est dans l'alimentation. On a quand même, une grosse. Vous nourrissez en fait les autres aussi. Il y a quelque chose, voilà. En fait, faire la cuisine, c'est donner. Parce que c'est pas. Généralement, on fait la cuisine pour les autres. On la fait pas que pour soi. C'est de l'amour, en fait. Exactement. C'est donner de l'amour, c'est donner du temps, parce que ça peut prendre du temps. Exact. Mais ça peut être aussi, et là je le dis parce que j'ai mis des recettes, par exemple à la fin du livre, il y a un gâteau, c'est 10 minutes. 10 minutes. Alors c'est ce que j'ai trouvé, vos recettes sont faciles avec pas trop d'ingrédients non plus, ce qui est assez agréable. Parce que parfois c'est vrai que les livres de cuisine un peu healthy, veggie, ma fille me dit toujours ça, elle me dit « Attends maman, avec tes bouquins là, il y a 20 ingrédients, non, c'est trop ». Et là je trouve qu'elles sont simples, saines. Et elles font aussi découvrir des ingrédients intéressants. Je pense notamment au riz GABA dont vous parlez. Ah, ça c'est fabuleux. Que j'ai découvert grâce à vous. Je ne peux pas utiliser autre chose. Ce riz est un riz germé. Donc attention, une fois qu'il est ouvert, faut le mettre au frais. C'est pas quelque chose qu'on laisse. Et c'est incroyable. Alors encore une fois, là par contre, c'est un peu long. On va pas du tout utiliser un riz qui met 10 minutes. Oui, c'est parce qu'un riz qui met 10 minutes, normalement, c'est absolument pas normal. Hein. Faut le savoir. Ça veut dire qu'il a été pré-traité et que généralement c'est pas très bon. Enfin, c'est même sûr, c'est pas très bon. Donc, faut que ça reste absolument occasionnel, quoi. Ah là, ça prend. Je crois que c'est 25 minutes. Exactement, ça c'est va. 25 minutes. Et j'ai même certains riz à la maison, comme le riz sauvage, qui peut prendre encore un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, parce qu'après, on sait que on mange sainement. C'est bon pour nous. Je sais pas, moi j'arriverai plus et j'arriverai pas parce que j'ai pas souvent mangé des cochonneries ou de la fast junk food. Non, vraiment. J'arriverai pas à manger quelque chose qui est pas bon pour moi en fait. Je pense que je pourrais pas. Est-ce que c'est parce que aussi vous êtes très sportive et que les sportifs ont besoin de ce bon carburant? Parce que très rapidement, enfin on l'a vu dans le documentaire Super Size Me, le journaliste qui fait cette expérience, au bout d'un mois, il est devenu obèse, il peut plus rien faire, il peut plus se lever le matin, il n'a pas le moral, c'est horrible. Ça l'a complètement plombé. Moi, en je fait. dis toujours que, et je le dis, je veux dire, on a notre corps, c'est notre maison. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de fracasser notre maison? Je crois pas. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de casser ça et en sachant que peut-être elle va tomber? Non. Donc, je pense que c'est important de se dire que notre corps, on a besoin d'en prendre soin. Et on n'en a qu'un, en fait. On n'a qu'une enveloppe. Hein, c'est... Donc, c'est notre véhicule. Voilà. Je sais que ça paraît bizarre, mais quand on dit ça, mais si vous réfléchissez vraiment, vous dites, maintenant, je vais en prendre soin. Et en prendre soin, c'est par une bonne alimentation en premier. C'est tellement important. Mais certaines personnes, je pense, ont un rapport au corps qui est lié aussi à la souffrance et peut-être à leur histoire. Où l'alimentation, par exemple, on imagine quelqu'un où les repas étaient pris dans une ambiance extrêmement délétère, mauvaise, où on l'a forcé à manger. Voilà, ça dit beaucoup de notre émotionnel quand même, notre rapport à l'alimentation. Complètement. Il y a certaines personnes qui ont un blocage et ce blocage, on le voit par soit des crises de boulimie, soit parce que ça va être un réconfort. Ils vont trouver un certain réconfort dans l'alimentation. J'ai eu, je vais dire la chance parce que c'était une chance de travailler avec Madame Bernadette Chirac à l'époque donc des pièces jaunes et surtout j'étais en fait l'ambassadrice des maisons des adolescents à cette époque-là et j'ai pu rencontrer des adolescents en souffrance, passer une journée avec des activités thérapeutiques avec eux et on en apprend beaucoup entre les anorexiques, les boulimiques, les suicidaires. Il y a toujours quand même quelque chose qui est lié justement, voilà, comme vous dites, à l'alimentation, le fait d'ingurgiter quelque chose, voilà, de mettre quelque chose dans son corps. Et il y a un traumatisme. Et ça, c'est vrai que certaines personnes ont besoin d'abord de débloquer
au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit, avant de pouvoir faire, alors comme on dit, ces régimes qui ne marcheront pas tant que ça ne sera pas débloqué. Ça, bien sûr. Ça va vraiment avec. Oui, et c'est corps, là où, esprit. voilà. Et c'est là où certaines techniques dont vous parlez, que ce soit à travers différentes thérapies, peuvent nous aider. On pense évidemment à Deepak Chopra. Tout à fait. Ou à la sophrologie, ou la méditation. Il y a quand même maintenant pas mal de techniques qu'on peut apprendre très rapidement. Et alors attention quand même aux tutos sur les réseaux. Faire attention. Tout et n'importe quoi. Oui. Il y a eu une déferlante là d'un seul coup de personnes qui donnent leur faire attention quand même. Alors d'ailleurs, en parlant de faire attention, j'ai trouvé ça intéressant parce que vous dites attention, la femme qui prend un peu plus d'âge doit bien choisir ses activités. C'est-à-dire que parfois, on voit justement sur les réseaux, puisque vous parlez de ça, on peut être poussé et dire je veux garder le corps que j'avais et faire tout et n'importe quoi, et ça peut être délétère. Oui, parce que le corps vieillit. Oui. Ça, pour le coup, on peut rien faire. Je veux dire, on peut pas reculer en arrière. Oui. Donc, il y a des choses physiques qui se passent et qui vont être forcément des os peut-être plus fragiles, des articulations, je veux dire, plus fragiles. Oui. Et donc, avoir des mots, MAUX, qui vont apparaître plus facilement avec l'âge et la ménopause. Donc, attention, je pense que c'est pas à 45 ans ou 50 ans qu'on va commencer à faire un triathlon. Si on n'en a jamais fait avant et si on n'est pas experte en la matière, dans ce sport. Donc, attention. J'ai fait mon premier triathlon à 45 ans. C'est vrai ? Pas bien, oui, c'est vrai. C'était le triathlon de Deauville. J'avais 45 ans tout juste. Mais bon, j'étais déjà sportive, c'est-à-dire que j'ai pas commencé le sport à 45 ans. Voilà, non, ça. Mais voilà, on s'entend bien. Il faut. Non, mais parce que je trouve qu'il y a eu ces derniers temps là, une espèce de challenge. Oui. Oh oui, on y va tout. D'un seul coup, tout le monde se met à la course. Parce que c'est en fait la course, c'est la course à pied surtout qui est difficile pour les articulations, qui est difficile pour les genoux, le dos. Enfin voilà, tout. C'est pas, faut faire attention quand même. Il y a quand même des sports qui peuvent être. Je dis pas qu'il faut pas faire de course. Je dis juste que attention quand on part dans l'excès en fait d'un seul coup en se disant bon d'accord, allez je vais faire intensivement ça et je vais me mettre à faire. Non. Le corps il est en plein changement hormonaux. En plus, à ces âges-là, donc si on lui rajoute en fait un stress extérieur, on aggrave peut-être le cas. Exactement, oui. Et on va se faire plus facilement une tendinite, plus facilement. C'est là où il faut faire très attention. Je pense qu'il y a des sports. Alors le pilate, le yoga, oui, mais après on peut quand même s'aérer parce que je crois que c'est important aussi de lier son sport avec l'extérieur. Oui, absolument. Si on peut éviter de faire que du sport dans une salle, c'est beaucoup mieux. Et je pense aussi qu'il est important de diversifier. Oui. Alors là, je parle peut-être pour moi. Qu'est-ce que vous faites, par exemple ? J'ai toujours fait plusieurs sports. Oui. On pense évidemment au paddle. Alors, le yoga paddle, oui. Le paddle, en effet. J'enseignais aussi, parce que j'avais passé mon brevet d'État. Je fais beaucoup maintenant de plongée. Oui. Et c'est un sport. Je peux vous dire que c'est un sport. Parce que quand on porte les bouteilles et qu'après, on palme quand même beaucoup, c'est super pour les jambes. C'est génial. Et pour l'esprit, c'est fabuleux. Alors là, c'est encore plus que... Voilà. C'est magique. C'est une déconnexion totale. De toute façon, quand on sort d'une plongée, généralement, on plane un peu avec l'oxygène. Oui, c'est ça. C'est double effet. Mais surtout, c'est qu'on a encore découvert un monde extraordinaire. Chaque plongée va être tellement différente et va... Voilà, moi, c'est mon moment de déconnexion totale. Et là, on n'a pas le choix. Et en même temps, on a intérêt quand même d'être concentré sur l'environnement, parce que c'est un sport qui peut être dangereux. Oui. Donc, faut quand même être vigilant. Oui. Ça, c'est très important. Après, moi, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équitation parce que la connexion avec cet animal, avec le cheval, c'est unique. Ça, vous l'avez eu depuis que vous êtes depuis enfant. toute petite. Ouais, depuis toute petite. Et même si c'est vrai que pour le dos,
Je souffre un peu, mais je change et je continuerai jusqu'au bout parce qu'après, on peut travailler à plat, on peut travailler aussi à pied, faire de l'éthologie. J'ai commencé l'éthologie et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pareil pour la tête aussi. C'est un bien fou parce que cette connexion, elle est unique au monde. Je pense à cette femme, Annabelle Brouran, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps dans cette émission, qui a fondé cette association Femmes et Cancer et Cheval. Où les femmes qui sont atteintes du cancer du sein viennent dans son haras et vraiment, il y a des processus, alors non pas forcément de guérison du cancer, mais c'est un accompagnement avec des ouvertures. Ce qu'elle doit amener, c'est cette déconnexion et connexion. Avec déconnexion de un peu de la maladie, de toujours penser à ça, et cette connexion avec cet animal qui est un animal qui ressent tout en vous. Mais tout. C'est-à-dire qu'à plusieurs centaines de mètres, il sait exactement dans quel état vous allez arriver. Vous imaginez ? Vos émotions, il les ressent. Et encore plus si c'est votre cheval ou pas forcément. Ah bah oui. Oui, il vous connaît. Oui. Tristesse, joie, stress, colère, il va tout prendre. Et le pire, c'est qu'il va le prendre lui aussi. Et c'est là où c'est pas juste, parce qu'en fait, lui, il va vraiment vous enlever ça, et c'est lui qui va le prendre. Donc, c'est très important d'essayer à ce moment-là, de ne pas le charger de vos émotions, et il va vous apaiser, forcément. C'est son rôle. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, je pense qu'en effet, ce qu'elle fait est extraordinaire, pour ces femmes qui sont quand même entre le stress, l'angoisse. Et donc, il doit y avoir justement cet apaisement avec les chevaux. Et on voit en équithérapie, même avec les enfants, des enfants autistes, des enfants à handicap quand même assez important. Dès qu'ils sont sur un cheval, c'est moi là où j'ai ma jument, on le voit. Ils en font beaucoup et je trouve ça assez fascinant. L'animal vous a soigné, entre guillemets, à certaines périodes de votre vie, vous a enseigné, peut-être même au-delà de soigner, d'ailleurs. Alors, je ne vais pas dire juste l'animal, c'est les animaux. Oui. Parce que j'ai vécu et j'ai eu encore la chance de vivre toute ma petite enfance vraiment dans un village, ce qu'on appelle un bourg, à l'époque, en pleine Normandie. Et alors, chez moi, j'avais poule, mouton, lapin, cochon d'Inde. Alors là, les cochons d'Inde, ma mère n'en pouvait plus. Elle me les met dehors, là, s'il te plaît, dans la grange, parce qu'on avait quand même la chance d'avoir une maison avec un grand jardin. Et chat, chien, hamster, poisson rouge, j'avais tout. Et le cheval était là à ce moment-là, non ? Non, je le faisais ailleurs. Oui. Je montais ailleurs. Non, parce qu'avoir un cheval, quand même, c'est vraiment beaucoup de temps. D'investissement. Et c'est vraiment, il faut avoir beaucoup de temps. Mais j'avais tous ces animaux et je devais m'occuper de tous ces animaux. Ah oui. Et ça a été, mais j'ai appris tellement de choses. Rien que le respect. Oui. Le respect de l'être humain par rapport à l'animal. C'est peut-être pour ça que maintenant, je ne peux pas supporter certaines choses. C'est marquant. Sûr. C'est marquant. Et puis surtout, on se dit pourquoi nous, on serait supérieurs. Oui. On n'a pas cette supériorité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, il faut pas me dire qu'on est plus intelligent qu'un orque, ou plus intelligent qu'une baleine, ou plus intelligent qu'un cheval. C'est pas vrai. C'est différent. Parce que nous, on va pas ressentir à des centaines de mètres la personne qu'on ne voit pas comment elle arrive. C'est beau, en tout cas, c'est touchant. On était parti du manger, de l'alimentation, de ce verbe. Non, mais c'est génial parce qu'on fait tout ça. De toute façon, on est dans le vivant, donc tout ça, c'est lié. J'imagine que aussi les personnes qui nous écoutent ont envie de vous entendre sur cette période particulière chez nous, les femmes, qui est la ménopause. Vous en parlez très librement. Beaucoup de femmes qui prennent la parole en ce moment sur ce sujet et je trouve ça vraiment extraordinaire. On a tellement besoin. Le microbiote, vous l'avez dit, nos hormones changent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut avoir du sens en termes d'alimentation ? Voilà. Est-ce que vous, il y a des choses qui ont vraiment bien fonctionné ? On sait que le sucre, il faut éviter, l'alcool, on parlait de plaisir. C'est vrai qu'il y a certains, peut-être, plaisirs. Moi, je sais que l'alcool et ménopause, ça fait pas du tout bon ménage.
Alors, pour rebondir là-dessus, Oui. vous savez que maintenant, j'ai découvert quand même pas mal. Alors, du vin, je l'ai pas encore testé. Mais par exemple, du champagne, moi, à Noël, on n'a pas pris de champagne avec alcool. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'en ai pas pris. Et il y a du champagne sans alcool. Et je peux vous dire que c'est très festif parce que justement, on n'est pas là exclu du allez, on trinque tous ensemble. C'est exactement pareil, sauf qu'on va pas avoir le mauvais côté de l'alcool. Exactement. On peut donner quelques marques, d'ailleurs, ça aidera les gens. Oh là, je sais même plus. Je crois que ça s'appelle Festivité ou quelque chose. Je sais plus. Oui. Mais en fait, c'est très facile. Hein. Franchement, maintenant. Oui, champagne sans alcool ou. Champagne sans alcool, spritz. Moi, j'adore le spritz. Alors, champagne, c'est peut-être une appellation contrôlée, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, boisson sans alcool pétillante, on trouve facilement. Pétillant, sans alcool, ça, c'est sûr. Et il y a aussi maintenant des cocktails sans alcool, le mojito sans alcool, le spritz sans alcool, et je trouve ça hyper agréable. J'ai découvert aussi un martini sans alcool, et franchement, on a ce petit côté, voilà, on prend l'apéro, mais on n'est pas oh, tu bois de l'eau ou tu prends. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va prendre sinon? On va pas prendre un coca, pardon. Enfin, on va pas prendre un soda. Ça, c'est pas possible. Moi, là, c'est pas possible. Et au moins, donc, on dort bien. Pour rebondir là-dessus, en tout cas, il y a la possibilité quand même de se faire plaisir et de ne pas avoir les désagréments de l'alcool avec, oui, en effet, la ménopause. En termes d'alimentation, quel serait... Alors, en termes d'alimentation... quel serait un bon équilibre? Il y a une chose qui est certaine, c'est de réduire les quantités. Ça, voilà, peu importe ce que vous allez manger, il ne faut pas manger autant. Ça, c'est un peu une règle d'or. Ouais. Pour moi, ça, c'est la règle d'or. Alors, vous parliez du sucre. Le sucre, c'est pareil, c'est juste pas possible. Mais ça, à la limite, ça serait depuis toujours. Oui, mais en plus, pas que à la ménopause. Sauf que là, comme c'est un déclanceur de bouffée de chaleur potentiellement, on le sent plus facilement. Oui, c'est vrai. C'est un peu la sanction qui vient assez vite. C'est vrai. Après, il y a des plantes, il y a des compléments aussi. On peut parler de compléments alimentaires qui vont booster, sa vitamine D, le zinc, le magnésium, le collagène. Oui. Très important. Alors, sous quelle forme? Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, et puis on entend dire un peu l'inverse en disant « Ah ben oui, mais si c'est des compléments de collagène, ils sont pas forcément toujours bien assimilés. » C'est en poudre. Voilà, en poudre. En fait, normalement, c'est en poudre. Ou en bouillon, carrément, en recette, c'est ce que vous proposez. Exactement. Oui. Là, moi, j'en avais fait un, avec alors toutes les carcasses de dinde de Noël. J'en ai fait, mais une casserole énorme, et j'ai congelé. Et après, je m'en sers, mais même juste pour prendre un bouillon ou faire mes soupes, ou c'est fabuleux. Parce que là, c'est vraiment avec les os de la carcasse, on récupère que le collagène. Donc ça, c'est fabuleux. Après, on a la possibilité de le prendre en poudre. Après, il y a le marin, le bovin. Donc il faut, voilà. On sait qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, qui est meilleur que l'autre. Bien sûr. Pour la santé. Alors, si vous êtes d'accord, d'ailleurs, Estelle, on en parlera évidemment avec la maison d'édition. On donnera une de vos recettes dans la newsletter de Métamorphose. Voilà, comme ça. Bien sûr. Il y a une vingtaine de recettes à peu près? Oui, voilà. J'ai pas voulu en mettre à la fin. Trop non plus, parce que c'était pas... un livre de recettes, bien sûr. Non, mais on a voulu faire entrée, plat, dessert. Plus j'ai un latte... d'automne, là, c'est un délice. Ça donne envie. Donnez-nous la petite recette comme ça, à base de quoi? Il y a du curcuma, justement, dedans? Oui, mais c'est surtout, c'est un latte, je veux dire, orange de courge. Alors, on peut le faire soit courge, soit potimarron. C'est vraiment le latte d'automne où on a envie de se avec une boisson végétale. Ça. Mais un petit peu, alors avec de la cannelle, c'est fabuleux. Ouais, c'est délicieux, ça donne envie. On aurait dû vous en servir une ce matin. Alors, dans vos astuces aussi, vous avez le za'atar. Oui. Za'atar, comment on le prononce d'ailleurs? Comme ça. Comme ça? Oui. Za'atar. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est une épice libanaise. Oui. Et on en trouve. Alors, c'est un peu dur à trouver. Ça, j'avoue, c'est pas forcément facile. Mais alors, on en met sur du houmous. Et moi, j'en mets un peu partout, même plus que le houmous. Parce que le houmous, après, c'est facile aussi à faire. Oui. Mais avec une bonne huile d'olive, 7 épices, c'est un délice. C'est-à-dire que je dis dans ce livre qu'on peut rehausser tous nos plats avec telle ou telle épice. Ça, d'un seul coup, ça donne
un plat qui a de la saveur, qui fait du bien. Parce qu'on a envie de se faire du bien quand même. Oui, de se réconforter. De se réconforter et puis de se dire j'aime ce goût, je découvre. Voilà, je pense que c'est ça aussi la vie. Oh non, ça donne envie moi je connais pas. Je vais goûter. Alors il y a cette huile aussi que moi personnellement j'aime beaucoup que vous citez, qui est Quintessence 50+, qui est bien. Vous la connaissez? Oui. Moi j'aime beaucoup cette marque parce que je trouve qu'ils font des huiles qui sont très équilibrées, c'est ça? Exactement. Donc là vous la mettez sur une salade moi j'utilise presque que ça. Mais on cuisine pas avec, hein. On peut la chauffer, hein. On peut la chauffer? Ah oui. Si. Non, on peut la chauffer. Moi, je l'utilise. Alors, en fait, j'ai trouvé une petite astuce que je vais vous donner. C'est que je mets tout en spray. C'est-à-dire, je transvase la bouteille c'est très malin, ça. dans un spray. Oui. Ce qui fait que je vais faire juste un petit coup et j'aurai la bonne dose pour cuire, pour cuisiner. Et c'est vraiment très pratique. Et j'ai fait la même chose pour l'huile d'olive. Donc vraiment, souvent, on en verse trop. Je disais ça à ma fille l'autre jour, je la voyais dans la poêle, là, en train de faire des tours et des tours. Je lui dis doucement, ça reste quand même une matière grasse, même si elle est bonne et de qualité. Ah mais bien sûr. Voilà, on n'arrose pas la poêle comme ça. Et puis souvent, alors, les bouchons sont faits pour justement... c'est comme les gels douche, hein. Allez hop, voilà. Et donc forcément, on n'arriverait pas à en mettre quelques gouttes. Quand on dit quelques gouttes d'huile, non, on n'y arrive pas. Et le spray, je vous assure, essayez, c'est extraordinaire. Très bonne, très bonne astuce. Alors, j'ai découvert, on a parlé tout à l'heure du riz GABA, le champignon chaga aussi. On en parle pas mal en ce moment parce qu'il a de grandes vertus. Hein. Oui. Et plutôt pour le système immunitaire? Oui, mais alors attention, hein, il faut le trouver à une certaine dose. Je crois que c'est 1000 milligrammes. C'est-à-dire que il y a maintenant, dès qu'il y a un produit qui sort, qui est un peu à la mode, alors c'est peut-être pas le mot, mais enfin d'un seul coup qui émerge, on va avoir d'un seul coup une gamme avec différentes marques sur Internet, puisque ça se trouve principalement sur Internet. Et donc faites très très attention à la concentration. Ça, alors vraiment, si je peux, et j'ai pas vraiment une marque à prescrire, enfin à donner. Parce que j'en ai une, mais je l'ai plus en tête. Mais faites attention, voilà, vraiment. De toute façon, dans les compléments alimentaires, on le sait, il y en a qui travaillent très bien. On pense à Solgar, Sunday Natural. Il y a quand même des marques. Je fais très très attention. Moi, je m'en remets en fait. Encore une fois, je le dis, je ne suis pas micronutritionniste, je ne suis pas médecin. Donc, ce que je donne comme conseil, c'est ce que j'ai appliqué sur moi. Mais attention, j'ai eu aussi des professionnels derrière moi. Donc, j'ai une micronutritionniste qui m'a fait faire quand même vraiment des analyses de sang très poussées pour voir exactement ce qui pouvait me manquer, les carences que je pouvais avoir. Donc, toujours avant de faire de l'automédication, oui, même avec des compléments, hein, ça peut ne pas nous correspondre. Mais bien sûr, parce que les compléments peuvent être nocifs. C'est pas anodin, bien sûr. Et puis, important. Je pense aussi à nos écosystèmes. C'est que parfois, on dit « Ah, tel truc, tel ingrédient, c'est super sympa ». Et derrière, quel est le poids environnemental, finalement, quand toute une population occidentale se met à surconsommer une huile de ceci, cela, qui ne fait pas partie, finalement... L'huile de coco, par exemple. Par exemple, typiquement. L'huile de coco, ça a été d'un seul coup tout le monde ne parlait que de l'huile de coco. Ouais. Alors attention, c'est très bon, hein. Mais encore une fois, je crois que c'est vraiment une question d'équilibre. Ouais. Moi, j'aime utiliser, comme vous dites, l'huile 50+. Après, je vais utiliser quand même une bonne huile d'olive. Après, je vais utiliser un peu d'huile de lin. Ça, c'est extraordinaire aussi. Mais ça s'oxyde assez vite. Hein. Oui. Moi, je la conserve au réfrigérateur. Voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est pareil. On va pas utiliser de l'huile de lin tous les jours. Donc voilà, c'est avoir plusieurs produits, malheureusement, c'est comme ça, et faire différents mélanges. C'est ça. Alors tout à l'heure, justement, on a dit qu'on reparlerait du cœur et du cerveau, parce que vous avez ce mot que j'aime beaucoup qui est préservé. Donc comment est-ce qu'on peut, on le sent, hein, vous êtes quelqu'un qui est dans le care, hein. D'ailleurs, vous parlez aussi de ce sourire, qui est votre, entre guillemets, marque de fabrique. Mais qui dit aussi du soin, de la transmission, forcément le sourire, c'est ce qui donne à voir au monde et qui nous sommes, hein, quelque part. Et j'imagine qu'il est quand même assez instinctif. Bien sûr, vous avez dû sourire et rire
pour votre carrière, mais Oui. j'imagine ô combien vous étiez une enfant déjà avec ce sourire. Vous le dites d'ailleurs. Oui, enfin après moi c'est naturel, donc Ouais. je sais pas, je ne ne forcez calcule pas en tout cas. C'est Non. ça. Le sourire, avec le sourire, on peut désarmer n'importe qui. Le sourire est une force aussi, et le sourire est une arme, et aussi le sourire fait du bien. Vous savez, dans la rue, faites l'expérience. Je vous assure, moi je l'ai faite. Faites l'expérience de vous croisez quelqu'un et vous voyez que la personne vous regarde et vous faites un sourire, juste un petit sourire. Je dis pas un éclat de rire, juste un petit sourire. Vous allez voir que la personne va vous répondre. Si elle vous répond, vous pouvez imaginer que derrière, vous lui avez fait en un quart de seconde du bien. C'est fabuleux. Alors les gens Elle vont a nous pu dire mettre un parce peu que de- c'est elle, parce que c'est vous. J'imagine que vous avez fait l'expérience dans des contrées où des gens ne vous connaissaient pas. Ah oui, Voilà. Rien que le fait déjà d'être, oui, bien sûr. Oui. Même quand j'ai dans différents voyages, en Afrique, par exemple, fin fond, je veux dire, le sourire, ces gens-là ne savent pas mentir. Ils savent pas ce que c'est. De ne pas dire la vérité, de ne pas dire. D'ailleurs, quelquefois, c'est un peu même. Sans Un filtre, peu. oui. Oui, c'est sans filtre et vous prenez une petite réflexion, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand il vous sourit, c'est. C'est le cœur qui sourit. Oui, c'est une joie, quoi. C'est d'un seul coup. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est un échange qui ne demande pas de parler la même langue. Le sourire est universel. Oui. Et donc, voilà, vous pouvez vous retrouver avec des étrangers et vous faites un sourire et ça passe. Ça donne envie, enfin je sais pas vous qui nous écoutez, mais en tout cas votre sourire est évidemment communicatif, il est bien connu des Français, ils le connaissent bien. Et c'est vrai que ça donne envie peut-être de cultiver ça, de le conscientiser, de se dire, est-ce que je peux avoir aussi cette petite vigilance peut-être ? Voilà, de le mettre. On sait que quand on fait du sport, sourire fait du bien parce qu'il donne l'information au cerveau que tout va bien. Mais en fait, on peut le pratiquer voilà, mais vous savez, tous les jours. Tous les jours, moi, j'essaye de faire vraiment attention à ça. Quand je conduis, par exemple, vous savez, maintenant, il y a des routes où on ne peut pas passer à deux. Alors, du coup, vous attendez, la personne passe avant. Et la personne vous dit merci. Et vous faites un sourire. Tout de suite. Ou au contraire, c'est à vous de dire merci. Et la personne va répondre. Je ne sais pas, c'est un langage tellement simple. Et on l'a en nous. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, toute personne peut sourire. On l'a tous. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser ? Pourquoi ne pas communiquer avec le sourire ? Et encore une fois, je vous dis, quelqu'un qui passe une mauvaise journée, si vous arrivez avec un sourire, ça peut lui changer peut-être un peu, en tout cas ce petit moment, c'est peut-être sa journée même. Est-ce que ça peut préserver justement notre énergie vitale, puisqu'on parlait de ce mot aussi, préserver, vous parliez du cœur, du cerveau. On sait que la femme ménopausée est plus fragile au niveau du cerveau, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, au niveau du cœur aussi. On est plus à risque au niveau des maladies cardiovasculaires. Et oui. Voilà. Et ça, c'est aussi un combat pour vous. Oui, parce que j'ai pu, en étant ambassadrice de la Fondation cardiovasculaire, recherche cardiovasculaire, pardon, j'ai rencontré des grands chirurgiens du cœur. Et pour moi, quand je vois ces personnes-là, je me dis, mais c'est le Dieu vivant, quoi. Ils arrivent à transplanter un cœur, à remettre en marche un cœur. Enfin, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux, oui. On les met pas assez en avant, ces personnes-là. C'est vrai. Et surtout, j'ai appris le chiffre assez étonnant qu'une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire, donc un infarctus, un AVC. Une femme sur 3. Ça fait peur quand même. Et surtout, on en parle moins que, même si c'est très important, le cancer du sein, par exemple, qui n'est pas le même chiffre. Donc, prenons soin de notre cœur. Vraiment, nous les femmes. Et qui peut peut-être être moins fatale, c'est-à-dire qu'une maladie cardiovasculaire, oui, si c'est pris à temps, on peut faire quelque chose. Exactement. Et souvent, ça peut être fatal. Exactement. Et puis, on a
ce qui est dommage, en fait, par rapport aux femmes, c'est que les médecins, je crois, ne sont pas assez formés pour diagnostiquer chez une femme, parce qu'en fait, toutes leurs études sont faites sur des corps d'hommes, et puis depuis très 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 longtemps, en fait. Et on sait maintenant que le cœur d'une femme n'est pas fait comme le cœur d'un homme. Alors, merci tellement de le rappeler. C'est très important. C'est très important de le redire. Et encore une fois, je vais aller plus loin. Les posologies de médicaments ne sont pas égales, normalement, entre une femme et un homme. Mais ça, c'est jamais marqué. Jamais. Non, c'est vrai. La posologie est faite à partir d'études faites sur les hommes. C'est quand même, il y a un gros problème. Et donc, pour en revenir au cœur, je veux dire, nous, on doit en prendre soin encore 2 fois plus, parce que vous avez mal un peu, alors vous êtes stressé, vous sentez une espèce de pression là au niveau du diaphragme, vous êtes angoissé, vous allez voir par exemple votre médecin, vous lui dites tous ces symptômes, il ne vous enverra jamais voir un cardiologue. Alors qu'un homme arrive avec ça, on va lui dire tout de suite, tu sais quoi, va faire un électrocardiogramme. Et pourquoi nous? Non. Ben non, parce que nous, à la fin, vous êtes stressé, je vais vous donner un petit antidépresseur. Ou alors il faut, un petit anxiolytique. C'est bien. C'est très grave. C'est très, très grave. Donc, ne prenez pas à la légère tous les symptômes que vous avez et essayez par vous-même peut-être d'aller consulter aussi, une fois de temps en temps. Faire un petit check-up. C'est pas grand-chose. Ça peut sauver, voilà. Donc ça, merci infiniment de l'avoir rappelé. À propos du cœur, c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment du traitement hormonal de la ménopause. L'ancien, alors maintenant on a un traitement dit à la française, qui n'est pas du tout le traitement, qui a eu des effets secondaires très mauvais il y a des années aux États-Unis. Pour autant, on ne sait pas encore concrètement, si on doit les prendre à vie ces traitements, etc. Voilà, c'est un peu dur de démêler le vrai du faux. Je crois pas. Alors, certains gynécos disent que, par exemple, le docteur Mouly, il me semble avoir lu qu'il traite quand même des femmes qui, pour le traitement hormonal de la ménopause, qui gardent quand même des hormones très longtemps. Oui. Parce qu'à un moment donné, effectivement, quand on arrête les hormones, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la ménopause se fait à ce moment-là? Est-ce qu'on est plus protégé? Donc, il y a plein de questions. Alors, nous, on n'est pas médecin, ni l'une ni l'autre, donc on répondra pas. Moi, quelle est votre expérience, en fait? Alors, moi, j'ai, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais j'ai fait appel à mon gynécologue et de savoir exactement. Et puis, lui-même m'a dit, voilà, il y a ça ou ça. Il y a 2 choix. Soit tu n'en prends pas et tu auras tous les symptômes, soit tu en prends. Et maintenant, c'est safe. Après, est-ce que... Moi, Alors, bien sûr, ils font attention sur les cancers hormonodépendants. Ils font attention. Vous devez avoir un suivi, quand même, chaque année. Vous, faites une prise de sang, encore une fois, pour voir vos taux d'hormones, de choses comme ça. Et je pense qu'après, c'est quand même avec l'avis du médecin. Oui. Et vos antécédents aussi. Il y a aussi tout le parcours aussi de comment vous avez été, ce que vous avez, le suivi. Et après, c'est à vous de décider, en effet. Moi, je le prends parce que ça m'a évité quand même tout. Je n'ai pas connu ce que c'est, bouffée de chaleur. Je n'ai pas connu, je ne sais pas. Et vous l'avez arrêté? Non. Ah non, c'est ça. Ah non. Non, c'est pas encore le moment. Ouais, c'est pas encore le moment. Mais par contre, j'ai un suivi très, très régulier. Oui. Et ça a changé votre qualité de vie? Ah bah oui. Ça change sur beaucoup de choses. Oui. Alors, ça change. La libido. Alors, c'est ce que j'allais dire. Vous abordez évidemment sans filtre la sexualité, qui est un point très important, en disant c'est pas parce qu'on vieillit que finalement on devrait se dire c'est plus pour moi. Et c'est important aussi de cultiver, y compris pour l'optimisme, la joie de vivre. On connaît ça fait partie de la vie. de la sexualité, pas la sexualité pour la sexualité, parce que l'idée c'est aussi d'être en lien avec l'autre. C'est le désir aussi. Oui, bien sûr. C'est le désir, le plaisir. Oui. Après, je pense qu'il faut pas. J'en parle parce que je pense que des femmes sont un peu perdues souvent à ce moment-là de leur vie. Elles vous en parlent d'ailleurs à vous? Ah oui,
Enfin, après, c'est des amis proches, hein. Ouais. J'en parle pas à tout le monde non plus. Non, mais sur les réseaux sociaux, je me demandais si parfois vous aviez là peut-être avec le livre. Peut-être. Vous aurez. Mais sinon, non, c'est vraiment entre amis. Oui. Oui, ça, on en parle. Mais je crois qu'il y a un moment où il faut se défaire aussi de préjugés et de honte. Parce qu'en fait, souvent, on a honte. Et d'avoir... il y a des désagréments quand on a la ménopause. Et en fait, il faut ne pas avoir honte, avoir recours à peut-être un gel, vous voyez, un gel intime. C'est comme ça, c'est la vie, c'est aussi, ça fait partie après de la continuité, mais justement, ne pas arrêter, ne pas se dire, oh là là, c'est plus pour moi, oh là là, c'est terrible. Parce que forcément, ça joue sur votre mental. Nous sommes un tout, hein. Évidemment, on revient sur Deepak Chopra que vous citez en disant que nos cellules coopèrent à bien vieillir. Voilà, et donc tout ça. Si on pouvait vraiment se copier, entre guillemets, je ne sais pas, ou en tout cas s'inspirer de nos cellules. C'est comme par rapport à la mort, c'est pareil. Elles savent qu'elles doivent mourir. Bon, c'est comme ça. Vous voyez, nous, c'est un passage. Donc, intégrons ça. Intégrons beaucoup de choses de nos cellules. C'est ça. Prenons exemple sur nos cellules. Elles coopèrent, elles sont ensemble, elles savent, certaines ont un rôle, d'autres en ont un autre. C'est pareil pour nous. Comment vous voyez d'ailleurs la vie après la mort? Vous avez une spiritualité qui vous inspire et qui vous, quelle qu'elle soit? Ah oui, moi je pense que chaque vie, on doit s'améliorer. Alors on dit qu'on met toute une vie pour se connaître, mais c'est vrai, parce que c'est long, le processus est long, et c'est un vrai travail. Mais je crois que ça en vaut la peine. Ça vaut vraiment, c'est un travail qui en vaut la peine de se connaître. Et donc, je me dis que après, peut-être que j'aurais passé un stade, je serais montée de niveau. Ah oui. Et voilà. Et oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et je me dis, moi, je veux monter tout en haut. C'est ça mon but. C'est un cap là pour vous. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et encore une fois, j'en reviens avec le bien. Je crois que plus on fait de bien, plus on peut partir, bien. Je crois que c'est un très beau mot de la fin, Estelle Lefébure. Ça nous donne envie, en tout cas, de faire le bien, et pour autant de savoir qu'à l'intérieur de nous, nous sommes ombre et lumière. C'est-à-dire que nous avons aussi cette part d'ombre en tant qu'humain qui est là aussi, qui nous habite. Et comment est-ce que tout ça, finalement, s'alchimise ou est à l'intérieur de nous? C'est aussi intéressant de le découvrir justement sur ce chemin. Je pense que quand vous dites ombre et lumière, le plus important, ça serait d'agrandir la lumière. Oui, c'est ça. Aller mettre de la lumière à l'intérieur de cette ombre. En tout cas, vous nous avez... Alors, j'avais plein de questions que je ne vous ai pas posées, mais si vous avez le livre d'Estelle, évidemment, vous allez retrouver tout ça dans le livre. Dans ce livre, cet ouvrage, je le rappelle, qui s'appelle « Welcome, accueillir le temps qui passe », qui est tout juste paru aux éditions Flammarion. On va vous retrouver votre cahier de recettes, plein de choses aussi, évidemment, autour de la beauté. Moi, ça m'a donné envie de redécouvrir l'eau florale de Moringa, par exemple, que vous utilisez. Comme trésor de beauté. Donc, il y a toute cette partie-là dont on n'a pas parlé, la beauté, mais j'imagine que plein de gens vous interviewez sur ce sujet-là. Moi, j'avais aussi envie d'explorer avec vous d'autres territoires, vos engagements, votre vie intérieure, etc. Donc, merci infiniment d'être merci venu beaucoup. Dans Métamorphose. C'était un moment parfait, délicieux. Oui, hors du temps. Voilà, on était dans notre bulle là. Bien, on flottait un peu. Ouais, on flottait un peu, c'est vrai. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Merci Estelle. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.